profonde. Et donc, tu parlais des tensions qui créent de la souffrance, et on est dans un monde qui devrait être la joie et la jouissance. Donc, j'ai pas vraiment de questions. J'ai envie de te renvoyer la balle en disant, mais tiens, dans l'expérience, dans l'expertise que tu as, comment tu vois, toi, l'évolution de ces 30 dernières années? Que nous montre l'évolution des 30 dernières années, quelle qu'elle soit, et on va essayer de pas passer pour un vieux fourneau qui a qu'une envie, c'est de dire que c'était mieux avant. Je ne serai jamais en train de dire ce genre de choses. Je pense que le principe de vie en tant que tel est un principe d'évolution permanente et que donc les critères et les éléments de la vie qui nous est extérieure d'abord et dans laquelle nous essayons de nous débattre et d'avancer bon an, mal an sur notre chemin personnel, euh, euh, sollicite beaucoup, change beaucoup. Le problème que l'on a rencontré au cours des dernières années, c'est que nous sommes un peu les enfants d'après 68 et les années 70, qui ont été les années qui ont cru qu'on allait constituer de la liberté en faisant voler en éclats toutes les structures et toutes les règles. Et ce dont nous ne nous rendons pas compte, c'est que ça nous a conduit à une espèce de pensée quasiment presque libertaire qui nous a amené elle-même à générer un espèce de mouvement de fond dans lequel de la contrainte est arrivée de partout. Nous sommes aujourd'hui googlisés, nous sommes aujourd'hui structurés, organisés, c'est-à-dire que nous nous rendons compte petit à petit que nous sommes devenus non pas des gens libres, mais des gens qui se sont enfermés dans quelque chose qui était une promesse méphistophélienne, puisque c'est une promesse dans laquelle on nous a dit, regarde, tu vas pouvoir avoir tout ça, sauf que le prix à en payer, c'était la déresponsabilisation et donc le fait de se faire prendre en charge par d'autres. Mais à partir de ce moment-là, ça a décliné et ça a conduit à toute une vision du monde qui est celle que l'on rencontre aujourd'hui, où on nous dit ce qu'il faut que nous fassions, qu'est-ce qu'il faut que nous mangions, quand est-ce qu'il faut que nous allions. Même quand il fait chaud, on nous dit quand est-ce que nous avons le droit de sortir ou pas. C'est-à-dire que là, on est rentré dans quelque chose dans lequel ce qui était l'étincelle et le principe de vie même, c'est-à-dire ce qui constitue la conscience de soi. Or, la conscience de soi, c'est la capacité à l'immunité. Eh bien, ce qui constitue la conscience de soi est petit à petit mis sous le boisseau pour rentrer dans un espèce de moule, dans un espèce de système dont la caricature extrême qui est en train d'émerger maintenant avec l'IA, qui peut avoir des intérêts magnifiques et majeurs, mais qui est en train de se développer surtout d'abord principalement dans un premier temps, c'est comment dresser des consommateurs encore un peu plus soumis à quelque chose de particulier. Et là, ça devient vraiment une problématique dramatique parce que il y a au fond de nous ce que tu nommais tout à l'heure et que tu appelais l'âme, qu'on peut appeler l'esprit ou qu'on peut appeler la conscience. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps à Annecy sur un très grand symposium sur la conscience, où il y a eu énormément de choses absolument bluffantes et intéressantes qui ont été dites, mais dans lesquelles on se rend compte que finalement, ce que nous sommes et la vision que nous avons de nous-mêmes à travers nos sens et ce que nous en percevons, ça n'est que l'expression de quelque chose d'un peu plus subtil qui s'appelle la conscience, l'esprit, ou qu'on va appeler l'âme, suivant la nomenclature qui est la sienne. Et ça, on sait depuis très longtemps que c'est la racine de tout et que c'est à la base de tout. Et quand l'âme est en paix, les choses fonctionnent correctement et le corps qui en est une émanation, un peu comme un conducteur qui est à l'aise et qui a sa place dans sa voiture, il va préserver son véhicule, il va s'en occuper, il va faire attention, il va rouler comme il convient, il va pas le malmener, etc. Et qu'une âme qui n'est pas en paix, qui est un peu fripée ou qui est un peu froissée, eh bien entendu qu'elle va gérer quoi? Elle va gérer une espèce de réponse à travers cette dimension du physique, qui s'appelle donc le corps, le corporel, l'organique, etc., qui va appeler de la compensation à ça. Et on va rentrer dans des modes qui sont plus des modes de vie, mais des modes de survie, qui seront uniquement et principalement compensatoires. Que ce soit à travers des apports, à travers des actions, des comportements, la suractivité, le l'excitation sportive, l'excitation des sens. On n'a qu'à voir ce que c'est que l'hystérie aujourd'hui que l'on rencontre dans les stades ou dans les rues dès qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Or, le Sowen King, il y a quand même quasiment 2000 ans, écrivait très précisément et très clairement qu'il faut d'abord soigner l'esprit, que si je soigne l'esprit, je n'aurai plus besoin de soigner le corps. Et que nous sommes passés dans l'extrême inverse. On a généré cette espèce de coupure. Et donc, le champ du subtil, c'est Julien Green qui disait le grand péché du monde moderne, c'est d'ignorer le subtil ou de rejeter le subtil. Eh bien, nous sommes malheureusement dans une souffrance parce qu'il y a eu une déchirure, une rupture, où, à minima, le fait d'avoir fripé ce tube qui nous relie
au champ subtil qui s'appelle l'âme. Et ça a besoin d'être considéré. La chance du shiatsu, c'est que c'est une technique qui passe par de l'énergie et par du corps, c'est-à-dire que justement, on ne dissocie pas, on associe au contraire la dimension physiologique avec un travail qui est un petit peu plus subtil, qui est celui de l'énergétique, qui déjà amène des réponses. Si je tonifie un œuf du poumon, je vais renforcer la fonction pulmonaire, mais je vais aussi renforcer la capacité de l'individu à se protéger face au monde extérieur parce qu'il saura mieux poser des limites. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à travers l'énergétique, on commence déjà à mettre ce pont qui est un pont majeur et central, bien sûr, avec ce qu'est l'être humain, mais que si en plus à cela, je viens rajouter la capacité à nommer ce qui est en train de se jouer ou le pourquoi du déséquilibre, je vais avoir une trinité globale qui va être hyper agissante et qui va permettre à ce moment-là de gagner un temps fou au niveau du soin. Parce que la personne qui vient dans la démarche nous consulter, c'est une personne qui est dans une démarche. C'est déjà plus une personne qui est dans la recherche de la prise en charge. Et donc, elle est déjà dans un chemin et elle est demandeuse de cela. Clairement, ben, tu penses que justement, alors par le shiatsu, on peut mieux développer la conscience de soi et remettre la responsabilité du chemin de vie, parce que quand il y a un Oui, symptôme, etc., donc la personne reprend sa propre responsabilité, elle prend conscience que nous, on bien ne fait sûr, que du soin et qu'elle redevient bien, responsable d'elle-même. bien sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose qui est majeur. Mhm. C'est quelque chose qui est majeur. C'est comme quand on enlève les roulettes au vélo à un petit enfant. C'est quelque chose qui est majeur. C'est la reconnaissance d'une croissance et la reconnaissance d'une capacité à être autonome et être soi-même. Mais même Namikoshi, c'est une école de shiatsu ostéo-articulaire. Mais il n'y a pas de honte à ça. Quand on passe entre les mains de quelqu'un qui pratique bien le Namikoshi, je peux vous garantir qu'on est vraiment content de l'avoir, parce que c'est vraiment un travail qui est remarquable. Et Namikoshi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ça redonnerait à la ménagère l'envie de fabriquer, de faire des choses correctement, ça donnerait à l'employé l'envie de mieux travailler et aux jeunes et à l'enfant à l'école l'envie d'avoir des bons résultats. Et donc on voit bien que même lui, dans la manière avec laquelle il a constitué, il a créé, c'est quand même, il a permis, c'est pas lui qui a créé le château, mais c'est lui qui a permis de lui donner des lettres de noblesse. C'est lui qui l'a fait reconnaître. Et que, bien que n'étant pas dans l'énergétique, déjà là, à travers le simple toucher du corps, il avait compris cette importance, il avait compris cette dimension. Il avait compris cela, il avait compris la force, effectivement, de la joie, c'est-à-dire de la joie dans le sens noble, pas le rire gras que l'on fait après une bonne blague, la véritable joie qui est celle de l'enfant qui sent que la vie pulse en lui. C'est ça qui nomme la source de vie, être lié à la Oui, source de vie. Et c'est quelque c'est chose, ça. la satisfaction d'être là où on doit être et là où on est. Ouais. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par Sensei Nakasono. Mhm. Euh, il vient de l'aïkido. Il était enseignant d'acupuncture à l'université à Tokyo, mais il était grand maître d'aïkido. Il faisait partie des trois qui ont été envoyés en France pour enseigner l'aïkido. Et donc, à travers l'aïkido et la vision shinto extrêmement avancée qu'avait Ueshiba par rapport à cet art martial particulier, il nous a amené immédiatement, tout de suite, et il nous a imposé cette dimension. C'est-à-dire que à aucun moment il y a eu dans la manière d'enseigner des choses, la négation de ce qu'était la vision de la MTC, de la force des méridiens. À Mhm. aucun moment il y avait une exclusion de ce qu'était l'action sur la zone tensionnelle. Mhm. Parce qu'une contracture, on la détend. Une vertèbre qui est déplacée, on la remet en place. C'est bien évident qu'il y a quelque chose à faire. Une vésicule qui est pleine de sable, on la vide, on la nettoie. Donc la réalité physique, elle est là. Il n'est pas question de nier cela, mais la réalité psycho-émotionnelle et spirituelle, elle est là. Et là vient s'inscrire ce qu'il nous avait enseigné avec une force incroyable, qui s'appelle Misogi, qui était le fait que le premier des devoirs d'un praticien, d'abord, c'est lui d'être droit. C'est lui d'être quelqu'un qui travaille sa propre verticalité avant de prétendre aller travailler ou restituer celle du patient qui est en souffrance. Et c'est des responsabilités partagées en cascade qui deviennent. Euh, c'est une responsabilité légère et en même temps très 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 forte parce qu'il y a d'un côté le praticien qui est invité à rester droit et à rester sur son chemin, et puis il y a les enseignants qui doivent être encore plus loin et ne pas juste être enseignants. Il y a Bien sûr. une obligation de pratique, une obligation d'être encore plus sur le chemin pour encore mieux partager. Ouais. Oui. Et d'être capable d'intégrer dans l'enseignement et la pratique
cette notion majeure qu'on ne saisit pas bien en Occident qui s'appelle la bienveillance, c'est-à-dire l'accueil sans jugement de ce que l'autre amène. Mais ça ne veut pas dire la pitié, même pas d'ailleurs l'empathie et surtout pas l'empathie. Mhm. Et donc, il y a vraiment dans ce qui est la transmission et la formation, être capable de faire cette différence-là pour que l'on soit dans l'accueil du patient ou de l'élève, de celui qui vient apprendre, dans cette attitude de bienveillance, parce que la bienveillance, elle est sans concession. C'est être juste et pas gentil. C'est ça, exactement. La semaine dernière, j'ai un patient qui me donnait sa définition de l'ego. Et il me disait, l'ego, c'est le personnage que j'ai inventé pour dysfonctionner harmonieusement dans mon milieu foireux. Et j'ai adoré. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en même temps, il est tellement utile, Mhm. parce que c'est l'ego qui nous permet de nous confronter au réel. Mais il est comme un enfant roi, c'est-à-dire il occupe une place qu'on lui a laissé prendre alors que c'est pas la sienne. Mhm. Il a juste besoin d'être remis à sa juste place. Parce qu'il faut, quand vous êtes confronté, il y a des patients qui sont des patients problématiques parfois. Il y a des patients qui sont dans des psychopathologies ou dans des tensions dans lesquelles il y a besoin d'une densité, d'une présence, qui soit une présence et une densité forte. Mais pas, et c'est là où on va pouvoir faire la différence entre la puissance et la force. L'ego connaît la force, il ne connaît pas la puissance. S'il connaît la puissance, c'est le soi, c'est lui qui nous tient droit. Ça me fait penser à une remarque il y a 4 ans d'une de mes étudiantes. Elle me demandait, tiens, au fur et à mesure de la pratique, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Au-delà de la technique, qu'est-ce qu'on apprend? Je dis, mais la technique, il faut, à un moment donné, tu l'as parfait comme n'importe quelle technique et tu apprends la présence. Et juste à être présent et puis tu oublies la technique. Et puis un jour, elle me dit, mais au-delà de la présence, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ben, quand tu as compris ce que c'était que la présence, tu développes l'absence. Elle me dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, ben, c'est ça, c'est quelque chose de difficile à nommer, d'être là, présent, mais de s'effacer pour le travail que le receveur est capable de faire pour lui-même. C'est ce que dans le bouddhisme on appelle la vacuité, Oui. qui n'est pas le vide, mais qui est la création d'un espace qui est disponible à recevoir ce qui est amené. On est là dans cette espèce comment on va dire ça, de capacité, de réceptacle, de révélateur, les termes peuvent être multiples, mais ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a une absence intentionnelle totale. Et c'est parfois là qu'est la grande confusion avec les notions d'intention dans l'énergie, etc., parce que c'est un petit peu à tort et à travers. C'est un petit peu là qu'il y a un travail majeur à faire, parce que sinon c'est le biais de la toute-puissance. C'est-à-dire il y a un vrai travail, effectivement, pour le praticien à intégrer ces données-là et à faire cette espèce comment on va dire ça, de prière à soi permanente et quotidienne pour toujours rester ce que l'on a à être, c'est-à-dire un être droit et un être qui est en capacité d'accueil, c'est-à-dire de tendre la main. L'intention n'est pas du vouloir, effectivement. C'est pas du vouloir et en plus elle se nourrit, elle s'organise. Mm. Elle n'est pas simplement effectivement un vouloir de bien faire ou etc. Elle est la manière avec laquelle on donne une focale et une précision qui dirige l'énergie vers une direction physiologico, énergético, psycho-émotionnelle. Tu ouvres la porte sur un sujet, moi, qui m'anime beaucoup, c'est rester en chemin. Rester en chemin, il y a longtemps, je me Mmh. suis dit, tiens, après 12 ans avec Kawada, je pense que j'étais arrivé à quelque chose qui, techniquement, je pense que j'ai fait 8 fois ma première année, les bases. J'étais arrivé à quelque chose de pas trop mal. Et je me disais, mais tiens, si je donne mon shiatsu à 100%, j'ai l'impression que le résultat arrive à 60-70%. Et donc, comment aller plus loin? Et la réponse que j'ai eue, c'est me mettre en chemin en moi. Pas vers moi seulement, mais en moi et d'aller chercher. Donc, ça fait plus de 30 ans que je fais de la méditation. Et donc, ça a été être confronté à à des maîtres de méditation. Enfin, c'est pas moi qui étais confronté, c'est eux qui me confrontaient à moi-même. Et, euh, Mmh. et je pense que c'est la responsabilité aussi de tout thérapeute. Là, on inclut le shiatsu dedans, mais tout soignant, même plus que tout Bien thérapeute, tout sûr, soignant. il y a Donc, un devoir à être, mhm, il y a un devoir à être, et à partir du moment où on a conscience de ça, la technique, entre guillemets, devient à un moment donné secondaire, à condition qu'on l'ait acquise, et elle devient un moyen d'obtenir quelque chose. Elle n'est plus un but. À partir de ce moment-là, ça libère le champ pour justement le positionnement juste et l'attitude d'être. Parce que moi, j'ai certains modules dans mon institut où je montre, et on le vit à travers les situations de jeu de rôle,
comment finalement une grande partie de la consultation se joue dans les premières minutes et les premiers instants. C'est là où se passe quelque chose, c'est là où se passe un, une sorte d'encliquage avec le patient, quel qu'il soit et quoi qu'il l'amène, parce qu'il va rencontrer quelque chose dans lequel il va très très rapidement sentir à quel point il peut s'appuyer, jusqu'où il peut s'appuyer. Et à ce moment-là, il va en arriver à dire des choses qu'il n'a jamais dit à personne d'autre. C'est ça qui est magique dans le shiatsu. Quand tu dis la reconnexion à soi, c'est à un moment donné quand la personne est capable de se réveiller à elle-même et trouver Oui. l'être alors qu'on est dans une société de par-être et d'avoir. Donc quand elle touche à ça, Oui. Oui. Et c'est ce que, là aussi, je le montre à travers certaines techniques, mais notamment, par exemple, c'est ce que disait le docteur Berne, qui a créé l'analyse transactionnelle, quand il dit nous sommes tous des princes et des princesses, mais nous pensons que nous croyons que nous sommes des crapauds, et donc pour pas que les autres le voient, nous mettons un masque. mhm. Et donc là, on est donc vraiment la représentation de la façon dont les choses se passent. Et aller tout de suite réveiller le prince ou la princesse, c'est-à-dire aller tout de suite réveiller cette dimension qui est celle qui finalement est celle qui a la vraie puissance créatrice et la vraie puissance salvatrice. C'est un enjeu qui est un enjeu magnifique. Mais faut-il le faire tout de suite? J'ai eu une discussion avec Chris McAllister qui on parlait de la lenteur, du besoin de lenteur du praticien de shiatsu, où c'est comme polir son miroir dans les images zen. Et De Kagami, oui. ouais, et c'est polir son miroir et ça prend du temps de faire ça manuellement. Et le shiatsu a cette magie de pouvoir polir son âme à travers sa pratique et ça demande du temps. C'est comme en aïkido, c'est comme dans n'importe quel Mais art. c'est-à-dire que ça, c'est la caractéristique du geste. Le geste ne fait pas de concession. Le corps ne fait pas de concession. Et que par conséquent, si on a un minimum de clarté d'esprit et de regard, un peu comme l'ébéniste, plus il évolue, plus il se rend compte des défauts, etc. Et que donc oui, c'est un travail permanent, mais j'ai eu dans ma patientèle des très très grands musiciens de musique classique, d'interprètes, etc., à 80 ans, mondialement connus, qui faisaient 3 heures de gamme par jour. C'est-à-dire de comprendre que oui, l'humilité centrale et véritable, c'est de croire qu'à aucun moment on ne possède la chose. Ce qu'on peut éventuellement avoir, c'est des facilités à accéder à elle, mais on ne la possède pas. Et dès qu'on commence à croire qu'on la possède, c'est là où on va commencer à la perdre, parce qu'on va s'endormir dans quelque chose. Mhm. Mais c'est une exigence, c'est une vraie exigence, oui, bien sûr. Ouais, comme tu dis, c'est un art. C'est comme la musique est un art, le shiatsu est un art. Et donc, il y a une différence entre un praticien et un artisan. Donc, l'artisan de la Oui, voix. Ah oui, tout à fait. oui. Oui. Voilà, mais c'est très. Et c'est effectivement le miroir Shinto, Kagami, hein, ils disent, des Shinto d'ailleurs, pourquoi voulez-vous que le miroir renvoie de la lumière? C'est pas la lumière qui va le nettoyer si vous ne le faites pas. C'est donc il y a un vrai travail. Et Nakasano, comme il était un peu samouraï quand même sur les bords, il disait mais la valeur de la lame, c'est le polissage quotidien que son propriétaire lui prodigue. Et bien sûr qu'il y a, il y a cette permanence là. Mais on est très très clair là-dessus en Occident sur l'hygiène corporelle. On a un petit peu plus de mal sur les autres parce que comme ça ne se voit pas tout de suite, comme ça n'est pas du visible, on se dit que peut-être que voilà. Oui, et puis je pense qu'il y a eu une confusion entre, quand on parle de spiritualité et de religion, maintenant les gens sont confus là-dedans. Donc, ils ont mis ça de côté, peut-être par refus. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est par peur de non-conformité. Hmm. Et comme le langage médiatico-ambiant, général et générateur fait un petit peu comme l'esbrouf, vous savez, de l'animal qui veut effrayer quelqu'un et qui fait des grands gestes, eh bien là, on nous fait croire que la réalité, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on possède et ce que l'on consomme. À partir de ce moment-là, on a besoin de donner, ça se voit beaucoup chez les jeunes, il y a qu'à aller à la sortie des collèges, des lycées ou des écoles ou des facs, comment il y a un besoin de démonstration de ce que l'on est, de ce que l'on porte, de ce que l'on a, avec tout ce qui est après la dérive qui peut arriver avec les cas les plus extrêmes, avec les tatouages et les piercings. On a ce besoin de montrer à l'extérieur, mais parce qu'il y a une vraie crainte de se dire, mais non, ce qui est important, c'est ce dont j'ai besoin et ce que je suis au plus profond de moi-même. Et c'est nos modes de vie qui font ça, c'est la manière avec laquelle nous avons petit à petit perdu le lien à ce qui est l'essence même du vivant. Et cette essence même du vivant, bah oui, bien sûr que
il est plutôt dans le céleste. D'ailleurs, on dit en médecine chinoise, le ciel ordonne et la terre exécute. C'est-à-dire que notre réalité matérielle et dense, elle n'est que l'exécutant de quelque chose qui émane de champs un peu plus subtils. Voilà. Parce que toute l'éducation Oui, va vers le savoir, si je vais par là, et pas vers l'être. et pas vers la connaissance. Oui, absolument. Absolument. Mais ça, c'est l'intérêt, à un moment donné. Moi, j'ai rencontré ça, c'est l'intérêt avec Nagasano dans la formation avec les Japonais. C'est quand on commence et qu'on débute, tout ce qu'ils nous demandent, c'est de nous taire et de faire ce qu'ils montrent. Point. Et on discute pas, et tu fais, machin, etc. C'est-à-dire, on va débrayer le cortex un petit peu, lui qui veut tout maîtriser, tout savoir. On va réactiver quelque chose qui s'appelle la mémoire cellulaire. Et à partir du moment où on va commencer à réhabiliter un petit peu ça, là, il va y avoir des réponses qui vont commencer à arriver. C'est comme dans le judo. D'abord, on vous donne l'arc sans les flèches et sans la cible, ensuite, etc. C'est insupportable pour les Occidentaux, parce que nous, on veut savoir avant. Mais tu penses que c'est applicable en shiatsu? Parce qu'effectivement, idéalement, moi je vois quand j'ai appris avec Kawada, c'était une répétition incessante de gestes. C'est un peu Oui, dur pour l'esprit occidental oui. Mais qu'on c'est a. quelque chose que moi, j'ai mis en place tout de suite. Mhm. C'est-à-dire que moi, dans le premier cycle du cursus de shiatsu à l'Institut, les deux premiers modules sont 100% pratiques. Mhm. Il y a 5 minutes de théorie à la fin de chacun, et on se tait et on fait. Oui, on répondra à tes questions, mais d'abord, on fait. Réveille le truc. Voilà. Et avec des moments qui sont des moments un peu clés où on crée même des ruptures d'accompagnement, c'est-à-dire au début on montre, et après on dit tu fais, on montre, après tu fais. Puis il y avait des moments où on dit ben voilà, vous avez vu les deux premiers, refaites-les de vous-même de mémoire. C'est-à-dire il y a un vrai travail où et il y a une panique. Mhm. Évidemment qu'on n'est pas habitué du tout à ça. Il y a une vraie panique. Là, la tranquillité et la posture, bien sûr, de l'enseignant. Nous, quand on a un groupe de 20 personnes, on a un enseignant, on a 4 assistants. C'est-à-dire on a du monde qui est là, qui est présent, qui entoure, qui encadre, etc. Mais on enlève très vite les roulettes du petit vélo, comme je disais tout à l'heure, pour amener à ça. Et ensuite, après, quand on va aller sur le champ théorique, là, on va amener de la densité. Mhm. Là, on va amener de la densité, c'est-à-dire que la personne qui sait faire et qui après comprend ce qu'elle sait faire, elle va le faire avec une richesse incroyable. La personne qui sait d'abord ce qu'elle va faire et qui après essaye de pratiquer, il va y avoir une problématique de lien et en permanence, il va y avoir des ruptures entre le champ informationnel et le champ actionnel. Voilà. Et donc, mais il faut bien sûr l'expliquer, il faut le dire, il faut l'argumenter, il faut, etc. Moi, dans les cours théoriques, par exemple, pourtant, Dieu sait si c'est pas la mode sur le plan pédagogique, mais dans les cours théoriques, moi, les supports pédagogiques, c'est pas au début, c'est à la fin. C'est-à-dire qu'on va faire 3 jours ou 4 jours ou 6 jours d'apport théorique. Les gens notent, les gens mémorisent comme ils veulent, ils peuvent enregistrer s'ils veulent, ils n'ont pas de support papier. Et à la fin, ils reçoivent un support dans lequel il y a, sur le plan pédagogique, ils sont exhaustifs. Mais ils ne l'ont qu'après. Mhm. Sinon, le risque, c'est qu'après, on se réfugie dans le support et il y a un champ de mémoire qui est géré par la rate pancréas qui est déconnecté. Or, c'est la rate pancréas qui gère l'écrit. Mhm. Donc, par l'écrit, on va retravailler cette capacité à mémoriser les choses. Oui, et en même temps, c'est rendre la responsabilité à chaque étudiant. On a été confronté il y a quelque temps avec un étudiant qui nous a demandé s'il pouvait avoir le résumé d'un cours. C'est Stéphane qui avait fait un cours sur les 5 éléments, un cours de 2 heures. Il a dit, vous me fournirez un résumé. On lui a dit, non, non. Notre travail d'enseignant, c'est d'enseigner. Ton travail d'étudiant, c'est de prendre des notes. Et il a dit, mais je prends mal des notes. On lui a dit, non, non, c'est pas bien ou mal. Tu as pris tes notes à toi. Et puis, c'est bien que tu fasses tes résumés. Donc, c'est une façon de rendre la responsabilité, encore une fois, et C'est d'apprendre. ça, Ouais. c'est ça. Et en plus, la contrainte à faire sa propre synthèse et de la marquer avec ses propres mots, c'est déjà le premier vecteur central, un, de la réappropriation de la mémoire, et deux, dans le sens de la réappropriation, de dire, mais c'est moi ça, Mhm. c'est moi qui ai compris ça, c'est moi qui ai écrit ça. Et ça, c'est un vecteur de croissance énorme. Oui, et d'où l'importance d'individualiser chaque personne dans sa pratique. Il y a une pratique générale, c'est Absolument, comme l'écriture. On va tous avoir une écriture différente avec les mêmes, plus ou moins les mêmes règles orthographiques. absolument, absolument. Mais j'en sais quelque chose, là, je suis en train de corriger les examens, et de temps en temps, l'écriture, c'est du travail pour le déchiffrer. Bien, merci Michel. Merci, Fabien.